Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un vrai mythe, ces fameuses villas bon marché à Bali qu'on voit absolument partout sur Internet. On va creuser un peu, regarder les coûts réels, les frais qui sont bizarrement toujours dissimulés et surtout, on va parler des nouvelles réglementations qui bouleversent tout le marché. Bref, on oublie les belles histoires parfaites, on va parler des vrais chiffres. C'est parti. Pour bien commencer, j'aime beaucoup cette réflexion de Patrice Maubert, le fondateur de Bali Investissement. Il explique très justement que demander le prix d'une villa, c'est évidemment le bon réflexe, mais seulement si on est prêt à comprendre les réalités assez complexes qui se cachent derrière ces annonces alléchantes. C'est un peu comme un iceberg en fait, on ne voit que la pointe. Alors, notre feuille de route pour aujourd'hui, la voici. 1. L'illusion des prix balinais. 2. Le choc réglementaire de 2026. En 3. Les coûts réels par zone géographique. Quatrièmement, comment éviter les pièges cachés. Et enfin, on terminera sur les vrais budgets et les rendements réels. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, l'illusion des prix balinais. Alors là, on touche du doigt le cœur du problème, le cadre juridique. C'est littéralement le jour et la nuit. D'un côté, on a le leasehold, qui est en fait un bail à très long terme avec seulement environ 1% de frais de notaire. Ça paraît très abordable. Mais de l'autre côté, si on veut acheter en pleine propriété, le fameux freehold, eh bien, il faut créer une société à capitaux étrangers sur place, une PTPMA. Et là, attention, c'est une autre paire de manches. Les frais administratifs explosent à 6%, sans parler d'une surcote sur le prix d'achat initial qui peut aller de 30 à 66% selon les zones. Autant dire que le prix affiché sur la petite annonce ne veut plus dire grand-chose. Et quand on regarde l'évolution des prix depuis 2022, waouh, c'est tout simplement vertigineux. Prenez une zone comme Ingassan, par exemple. Les prix y ont fait un bond monumental de 50%. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a une demande internationale absolument insatiable pour le luxe avec vue sur l'océan. Le marché s'est complètement enflammé après la pandémie. Mais attention, cette croissance masque des réalités très différentes d'un quartier à l'autre. Ce qui nous amène à notre deuxième point, et c'est vraiment crucial, le choc réglementaire de 2026. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, c'est cette date, le 31 mars 2026. C'est simple, c'est une ligne rouge tracée par les autorités locales. Passé ce délai, toute propriété qui ne respecte pas les nouvelles normes de conformité s'exposera à de très lourdes sanctions. C'est la fin de la récréation. Et qu'est-ce que ça implique concrètement ? Il faut absolument obtenir deux précieux sésames. Le premier, c'est le SLF, qui certifie que le bâtiment est conforme sur le plan structurel. Le second, c'est le NIB, en gros le numéro d'enregistrement officiel pour exercer une activité commerciale. Sans ces deux documents, c'est la catastrophe. La villa sera purement et simplement bannie des grandes plateformes de location comme Airbnb ou Booking d'ici 2026. Donc cette fameuse super affaire de seconde main, si elle n'est pas en règle, elle devient financièrement toxique et impossible à louer. Donc, face à ces risques juridiques paralysants quand on achète de l'ancien, une question tout à fait logique s'impose. Au final, à quoi faut-il vraiment s'attendre niveau budget si on décide de construire de zéro, mais en faisant les choses parfaitement dans les règles ? Et c'est là qu'on aborde notre troisième partie, les coûts réels par zone. Parce que oui, la géographie dicte les règles du jeu. Regardons ces chiffres d'un peu plus près. C'est frappant de voir comment l'emplacement impacte l'économie du projet. À Sémignac, on paye le prix fort, c'est sûr, mais le risque lié au zonage est quasi inexistant. On est à 0,6%, c'est du solide. Par contre, si on regarde Ungasan, les opportunités de luxe sont incroyables, mais attention, on fait face à un risque alarmant de plus de 26% lié aux restrictions d'usage des terres. S'engager là-bas sans éplucher le plan d'urbanisme à la loupe, c'est littéralement jouer à la roulette russe. Maintenant, si on ouvre le capot et qu'on détaille vraiment les devis, construire en respectant les standards internationaux, ça tourne entre 850 et 1 325 € du mètre carré. Concrètement, ça veut dire qu'une villa classique de 90 mètres carrés, avec le gros œuvre, la piscine, la plomberie et les meubles, ça coûte en soi jusqu'à 185 000 € à bâtir. Et là, on parle uniquement de la construction, avant même d'avoir acheté le moindre petit bout de terrain. C'est fou de voir comment les annonces bradées sur Internet oublient mystérieusement de préciser ces coûts absolument incompressibles. Allez, on passe à la quatrième partie. C'est le moment d'apprendre à esquiver les ennuis. Éviter les pièges cachés. Il y a 5 énormes pièges dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Sur le papier, les propriétés de seconde main ont l'air très séduisantes. Mais dans la vraie vie, elles finissent systématiquement par coûter 15 à 30% plus cher que prévu. Entre les audits de structure à réaliser, les frais d'avocat pour sécuriser un bail d'auto, l'achat de meubles décents, les problèmes de zonage qui sortent de nulle part et les batailles pour obtenir les permis manquants. La fameuse bonne affaire se transforme à une vitesse folle en véritable gouffre financier.
Ce qui nous amène à notre 5e et dernière section, budget et rendement réel. Fini les estimations, parlons concret. D'après les analyses très poussées du cabinet Bali Investissement, le chiffre absolu à retenir, c'est celui-ci, 130 000 euros. C'est le prix de départ, le strict minimum pour espérer avoir un projet de villa entièrement conforme, tout compris, livré clé en main en 2026. C'est la base incontournable pour dormir sur ses deux oreilles. Ce qui rend ce budget de base super intéressant, c'est son niveau de transparence. Il intègre absolument tout ce qui est volontairement passé sous silence d'habitude. On y trouve la TVA indonésienne de 12%, l'architecture, la construction sécurisée, ces fameux certificats obligatoires, et même l'ameublement complet avec le montage juridique. Avoir ce budget précis en tête, c'est la garantie de ne faire aucune impasse sur la légalité. Et ça, c'est primordial. Et voici la réalité des rendements segmentés par niveau de projet, de la villa à 130 000 euros au complexe haut de gamme à plus de 300 000 euros. Vous allez souvent voir des publicités très agressives qui hurlent à 26% de rentabilité. C'est tentant, non? Sauf que ça, c'est du brut. Si on fait le calcul impartialement en déduisant les frais de gestion, les impôts, l'entretien et les périodes creuses, le rendement net, le vrai chiffre qui finit dans la poche, il atterrit en réalité entre 8 et 15%. Et franchement, c'est uniquement sur ce chiffre net qu'on doit se baser pour évaluer un investissement. Pour conclure ce décryptage, posons-nous la vraie question. Est-ce que ça vaut le coup de courir après une décote de 20% à l'achat si c'est pour se retrouver avec un bien illégal, impossible à louer et invendable dans un marché qui est devenu ultra régulé? La véritable rentabilité ne se trouve pas dans le prix affiché le plus bas, mais bien dans la sécurité juridique sur le long terme. Alors la prochaine fois qu'une annonce promet l'affaire du siècle à Bali, demandons-nous plutôt ce qu'elle cache. Merci d'avoir suivi cette analyse et prenez le temps de bien faire vos recherches.